Bienvenue pour cette exploration approfondie d'un sujet qui bouscule pas mal de choses en ce moment, l'intelligence artificielle en réanimation. On connaît tous ce défi quotidien en soins intensifs, n'est-ce pas? Appliquer ces normes physiologiques, ces fameuses fourchettes issues de grandes études, à chaque patient qui est unique, complexe. La pression artérielle moyenne au-dessus de 65, par exemple, est-ce que ça marche vraiment pour tout le monde, tout le temps? Eh ben, c'est là justement que l'IA semble ouvrir une porte immense, celle d'une médecine vraiment personnalisée, au cœur de l'anesthésie réa. L'idée, c'est de dépasser un peu ces chiffres fixes pour aller vers quelque chose de plus dynamique, de plus individuel, une sorte de signature, quoi. On entend même parler d'approche physionomique. Alors aujourd'hui, on va creuser ce que ça signifie concrètement pour la pratique, en s'appuyant sur les recherches récentes. Allons-y. Pour bien comprendre où on va, peut-être rappeler d'où on part. La pratique habituelle, elle repose beaucoup sur ces constantes physiologiques définies sur de grands groupes, c'est ça? Tension artérielle, PaO2, lactate, la compliance pulmonaire pour la ventilation. Oui, tout à fait. Ce sont nos repères, nos garde-fous, issus de cohortes importantes. C'est la base. Mais le souci, c'est que ce sont des moyennes au fond. Exactement. Et une moyenne, par définition, ça lisse les extrêmes, ça masque l'énorme variabilité qu'il y a entre les individus. On a tous en tête le patient en BPCO qui vit très bien avec une PaO2 un peu basse mais stable pour lui. Ou à l'inverse, l'hypertendu chronique pour qui la fameuse PAM à 65 mm de mercure, ça pourrait être insuffisant pour bien perfuser son cerveau, par exemple. C'est un peu le problème du prêt-à-porter appliqué à des situations critiques où il faudrait du sur-mesure. C'est une bonne image, c'est cette approche un peu taille unique qui montre ses limites aujourd'hui, surtout avec la complexité croissante des patients. Et c'est là donc que l'IA entre en jeu. Précisément, l'IA, sa force, c'est sa capacité à traiter et à analyser en temps réel une quantité phénoménale de données. Des données très variées en plus. On parle du monitoring continu, de la biologie, de l'imagerie parfois. Et tout ça spécifique à un patient donné à un instant T. Et c'est dans ce contexte qu'apparaît ce terme d'approche physionomique. Il faut peut-être clarifier un peu ce que ça veut dire. Oui, c'est important. Quand on parle de physionomique ici, dans les sources qu'on a étudiées, ça n'a rien à voir avec l'apparence physique, bien sûr. C'est plutôt une signature physiologique, dynamique, unique à l'individu. C'est un modèle mathématique, si vous voulez, de l'état du patient, construit à partir de ces données qui évoluent. D'accord. Donc on distingue bien l'approche physiologique classique, basée sur les normes de la population. Et cette nouvelle approche physionomique, qui, elle, dépend de l'IA pour analyser les données individuelles. C'est ça. Et l'objectif change aussi, du coup. Complètement. Il ne s'agit plus seulement de rester dans la fourchette normale définie pour tout le monde. L'objectif devient d'identifier la valeur optimale pour ce patient-là, à ce moment précis. Et euh, là, ça devient vraiment intéressant pour la pratique. Alors, concrètement, comment ça se traduit? Prenons les mots dynamiques. Au lieu de viser systématiquement PAM supérieur ou égal à 65, comment l'IA peut aider? Eh bien, l'IA peut intégrer beaucoup plus d'informations que juste le chiffre de la PAM. Elle peut regarder en continu des marqueurs de la perfusion des tissus. On pense au delta PCO2, la différence artério-veineuse en CO2, ou la SVO2, la saturation veineuse mêlée, l'évolution de l'index cardiaque. Des choses qu'on regarde déjà, mais l'IA peut les intégrer dynamiquement. Et pour le cerveau, il y avait quelque chose de spécifique mentionné? Oui, l'autorégulation cérébrale. C'est une application fascinante. Des algorithmes peuvent calculer en temps réel ce qu'on appelle l'index PRX, l'index de pression de réactivité. Il reflète, en gros, si le cerveau arrive bien à maintenir un débit sanguin constant malgré les variations de pression. D'accord. Et l'IA peut alors chercher la PAM optimale pour ce patient, c'est-à-dire la pression à laquelle son PRX est le meilleur, où son autorégulation fonctionne le mieux. Ah oui, donc on ne vise plus un seuil fixe, mais une zone de pression personnalisée pour protéger le cerveau? Exactement. Quelques études pilotes suggèrent que ça pourrait réduire les lésions cérébrales secondaires après, par exemple, un traumatisme crânien. C'est prometteur. C'est effectivement une perspective majeure pour la neuroréanimation. Et cette personnalisation, on la retrouve aussi pour la ventilation mécanique. On dépasse le classique 6 millilitres par kilo. Tout à fait. Le principe est le même. Sortir de la règle générale pour aller vers l'adaptation individuelle. Plutôt que la formule unique basée sur le poids idéal théorique, qu'on sait parfois difficile à estimer d'ailleurs, l'IA pourrait analyser en continu la mécanique pulmonaire réelle du patient. Comment ça?
En intégrant la compliance, les résistances, peut-être même des données d'impédancemétrie électrique pulmonaire pour voir la distribution de l'aération. L'algorithme pourrait aider à définir, de manière dynamique, les seuils optimaux pour la pression de plateau, la P plate, ou la driving pressure, la pression motrice. L'objectif étant toujours de minimiser les lésions pulmonaires induites par la ventilation, le VLI. Voilà, mais de façon beaucoup plus fine, en s'ajustant vraiment aux caractéristiques spécifiques du poumon de ce patient atteint de SDRA, par exemple. Et on sait que ces caractéristiques peuvent changer très vite. Donc après l'hémo et la ventilation, j'imagine qu'on peut appliquer ça à la sédation et l'analgésie aussi. Fini les scores RAS ou BIS comme seul guide. Alors, pas forcément fini, mais disons qu'on pourrait les enrichir considérablement. L'IA peut analyser des signaux continus qui sont potentiellement plus réactifs, plus fins que des scores qu'on évalue ponctuellement. Comme l'EEG. Oui, l'analyse de l'EG en temps réel pour la profondeur de sédation, la pupillométrie pour voir le système nerveux autonome, la variabilité de fréquence cardiaque comme reflet du confort, de la douleur. Mais ça va même plus loin. On parle de développer des modèles pharmacocinétiques, pharmacodynamiques, les modèles PKPD, mais individualisés. Son poids, sa fonction rénale via le DFG, son taux d'albumine, et même, potentiellement, des données pharmacogénétiques. L'exemple donné est celui des polymorphismes du gène CYP2B6 qui influencent comment on métabolise le propofol. Et l'algorithme ferait quoi avec tout ça? Il adapterait les débits de sédation ou d'analgésie pour atteindre un objectif, par exemple un certain niveau de BIS. Mais cet objectif lui-même pourrait être ajusté dynamiquement. Le but, c'est vraiment de réduire cette énorme variabilité de réponse aux médicaments qu'on observe tous les jours entre les patients. C'est un vrai casse-tête clinique parfois. Oui, c'est clair. Pour un contrôle plus précis et peut-être des réveils plus faciles aussi. C'est l'espoir, oui. Moins de sédation profonde prolongée inutilement. Décidément, cette personnalisation touche tous les domaines. Et la nutrition alors? On sort aussi des calculs un peu standards? Absolument. Les sources insistent beaucoup là-dessus. On parle de phénotypage et d'endotypage. Encore des termes un peu techniques? Oui, mais l'idée est simple. Le phénotypage, c'est juste prendre en compte les caractéristiques de base. L'IMC, bien sûr, mais surtout essayer d'estimer la masse maigre, l'âge, le sexe. D'accord. Et l'endotypage? L'endotypage, ça va plus loin. C'est utiliser des biomarqueurs pour comprendre comment le patient utilise vraiment ce qu'on lui donne, à manger ou à nourrir. Et l'outil clé pour ça, c'est la calorimétrie indirecte. C'est ça. La calorimétrie indirecte, qui mesure la dépense énergétique réelle, la REE, au lit du malade. C'est fondamental parce qu'on sait que les équations qu'on utilise d'habitude sont souvent assez loin de la réalité en réanimation. Donc on risque de trop ou pas assez nourrir les patients. Exactement. Et la calorimétrie donne une mesure directe. D'autres indicateurs sont cités. Le quotient respiratoire, le RQ, qui peut alerter si on donne trop de glucides par exemple. Ou encore le ratio urée sur créatinine dans le sang, l'UCR, qui pourrait refléter comment les protéines sont utilisées. Un UCR élevé suggérerait que les protéines sont brûlées pour l'énergie plutôt que pour construire du muscle. Ce qui pourrait être un signe de résistance anabolique fréquente en phase aiguë. C'est l'idée, oui. Donc l'objectif devient d'ajuster les apports en énergie et en protéines, non seulement aux besoins estimés, mais aussi à la tolérance du patient, à son état métabolique du moment. Et ça change tout le temps en réanimation. Suggère un possible bénéfice sur la mortalité quand on guide l'apport énergétique par la calorimétrie. Ça renforce l'intérêt de cette approche. C'est impressionnant de voir comment ça s'applique partout. Au-delà d'ajuster les traitements au jour le jour, est-ce que l'IA peut nous aider à mieux anticiper l'évolution, à affiner le pronostic par rapport aux scores classiques type SOFA, Apache, qui sont assez figés dans le temps quand même? Oui, c'est une autre application majeure. L'IA est très forte pour analyser les données sur la durée, les données longitudinales, pour identifier des trajectoires cliniques. Elle peut prédire des risques de façon dynamique bien mieux qu'un score calculé à J1 ou J3. L'exemple du sepsis est cité, je crois. Ouais, il est très parlant. Au lieu d'avoir une approche un peu unique du sepsis une fois qu'on l'a diagnostiqué, l'IA pourrait aider à identifier des sous-groupes de patients, des endotypes ou phénotypes. Par exemple, distinguer des patients avec un profil plutôt immunosuppresseur, d'autres avec un profil hyper-inflammatoire. Et l'intérêt, ce serait de pouvoir cibler le traitement. Exactement. On pourrait imaginer donner de l'interleukine 7 pour booster l'immunité des premiers et de l'anakira, un anti-IL1, pour calmer l'inflammation chez les seconds. C'est de la thérapie vraiment ciblée, là. C'est l'idée. Et les études préliminaires mentionnées suggèrent que ça pourrait améliorer la survie. On voit des démarches similaires ailleurs, comme en neurologie pour la sclérose en plaques, avec des projets qui intègrent toutes les données patients pour modéliser le pronostic individuel.
Fascinant. Mais pour faire tout ça, il faut une sacrée infrastructure derrière, non? Ah oui, bien sûr. Il faut la technologie. Les sources parlent de plateformes capables d'agréger et d'analyser en temps réel toutes ces données qui viennent de partout. Moniteurs, ventilateurs, pousse-seringues, dossiers médicaux électroniques. Des systèmes comme Sigbay ou Epic Data River sont donnés en exemple. Et il y a un point crucial sur les algorithmes eux-mêmes. Oui, absolument critique. Il faut qu'ils soient explicables. On ne peut pas se contenter d'une boîte noire qui sort une recommandation sans qu'on sache pourquoi. Pour que les cliniciens fassent confiance et intègrent ça à leur raisonnement, il faut comprendre comment l'IA arrive à sa conclusion. Si elle suggère une PAM cible, elle doit pouvoir dire parce que le PR se dégrade au-delà, par exemple. Logique. Mais la technologie, ce n'est qu'une partie du problème, j'imagine. C'est ça. Les défis sont énormes. Le premier, le plus important, la validation clinique. Il faut absolument des essais randomisés contrôlés solides pour prouver que ces algorithmes apportent un réel bénéfice aux patients. Des études sont en cours, comme RNIM. Oui, c'est un exemple. Ensuite, il y a le défi de la formation des équipes. Il va falloir apprendre à lire ces nouveaux tableaux de bord dynamiques, à interpréter ces alertes prédictives. C'est un nouveau langage, Et puis, les questions éthiques, la responsabilité. inévitablement. Si l'IA se trompe, qui est responsable? Le médecin? Le développeur? L'hôpital? Ce sont des questions complexes. Sans parler des risques plus généraux liés à l'IA en santé. On manipule des données ultra sensibles, la protection de ces données massives est primordiale. Le risque de biais dans les algorithmes, si on entraîne l'IA sur des données qui reflètent des inégalités de santé, elle risque de les reproduire, voire de les amplifier. Et même le risque de désinformation médicale générée par IA. Donc oui, sécurité et équité doivent vraiment être au premier plan. Bon, si on essaye de faire une synthèse de tout ça, on sent bien qu'on est potentiellement à l'aube d'un vrai changement de paradigme en anesthésie-réanimation, c'est ça? On passerait d'une approche physiologique standard, basée sur des moyennes, des fourchettes pour tout le monde, à une approche qu'on appelle physionomique, qui, elle, est basée sur le profil dynamique individuel de chaque patient grâce à l'IA, C'est exactement ça. Le potentiel est là. avec comme bénéfice espéré des traitements mieux optimisés, plus réactifs et, on l'espère, au final, une amélioration du pronostic pour les patients les plus critiques. C'est l'objectif ultime, oui. Et ça nous amène peut-être à une dernière réflexion, une question un peu pour l'avenir. À mesure que ces outils d'IA deviendront plus performants, capables de suggérer des cibles optimales pour un patient donné, comment les cliniciens vont-ils gérer les situations, qui arriveront forcément, où la recommandation de l'IA ira à l'encontre de leur intuition, de leur expérience, ou même des protocoles établis? La place du jugement humain face à l'algorithme. Voilà. Quelle sera la juste articulation? Et au-delà de comprendre comment l'outil fonctionne, quelles nouvelles compétences critiques, éthiques, de collaboration faudra-t-il développer pour intégrer l'IA de manière responsable au service du patient? C'est une question fondamentale, en effet. Oui, une interrogation qui va sans doute nous accompagner de près dans les années à venir à mesure que l'IA prendra sa place dans notre spécialité.